bonsoir à tous. Merci de venir assister à ce débat du CAM sur l'avenir des droites. Les élus qui sont autour de cette table et que je vais présenter viennent débattre autour des sujets qui font l'actualité du moment. Donc je vais leur poser des questions, 5 thèmes: la lutte contre le chômage, la lutte contre l'insécurité, l'immigration, l'Union européenne et la famille. Vous assisterez pour la première fois à une confrontation des idées où ressortiront les points de convergence et de divergence des partis de la droite française. Je vais poser des questions précises. Les intervenants auront seulement 2 minutes pour y répondre. Vous allez avoir ici un décompte pour surveiller le temps de parole des uns et des autres. L'objectif est d'être concis et d'aller à l'essentiel. Ensuite, ce sera à votre tour de poser des questions aux intervenants sur les sujets qui vous passionnent ou vous préoccupent. Là encore, chacun aura la possibilité de répondre au maximum 2 minutes sur le sujet. Donc les personnes qui sont autour de la table: Marie Deblic, membre du bureau politique du Parti chrétien-démocrate, représentante du PCD en Bretagne. Gilles Pénel, membre du bureau politique du Front National, président du groupe FN au Conseil régional de Bretagne. Et conseiller municipal de Fougères. Et Jean-Francis Richeux, maire de Saint-Père, vice-président de Saint-Malo Agglomération et membre du Parti radical. Donc sans tarder, je vais aborder le premier thème qui est la lutte contre le chômage. Durant les prochaines élections présidentielles, le programme économique sera déterminant dans les motivations du vote. Selon un sondage, 9 Français sur 10 y accorderont une place importante. À chaque fois, je vais poser 2 questions aux personnes qui sont ici. Une qui nécessite vraiment une prise de position sur un sujet très précis, pas obligatoirement obligé de développer. Voilà. Et une deuxième, là par contre, qui nécessite un peu plus de développement. Donc la première question que je vais poser à Jean-Francis Richeux, c'est: selon vous, faut-il supprimer les 35 heures? Et ensuite, quelles sont les réformes prioritaires du marché du travail pour diminuer le chômage? Bien, bonsoir à tous. Moi, je suis heureux d'être parmi vous pour ce débat. Je regrette aussi, bien sûr, que les personnes qui ne sont pas là. Je pense que c'est une première. Je tiens à remercier. Alors, je ne veux pas parler au nom du Parti radical, puisque moi, je suis que membre et je suis d'abord un élu local. Alors, et je suis un territorial, comme on me présente souvent. Donc, sur la première question, concernant les 35 heures, moi, je suis assez favorable aux 35 heures. Parce que quand on dit 35 heures, on ne parle que 35 heures. En fait, c'était une loi qui avait un sens. C'était l'aménagement du temps de travail, qui permettait à des gens de pouvoir vaquer à autre chose, parce qu'on avait d'autres moyens. Aujourd'hui, je pense qu'il faut donner de la souplesse. C'est-à-dire qu'une personne qui veut travailler plus doit pouvoir avoir la possibilité de gagner aussi plus. Et donc, je crois à une grande liberté. Ce qui est aujourd'hui catastrophique, c'est que nous sommes sous des lois tellement régies et très strictes, ce qui fait que personne n'a plus envie d'embaucher. C'est trop compliqué. Donc, moi, je suis pour une grande souplesse. Vous savez, je n'ai jamais vu un politique gagner de l'argent. La France n'est pas là pour gagner de l'argent. Elle est là pour donner une bonne redistribution. Laissons aux acteurs économiques les moyens de pouvoir développer leur entreprise, bien sûr avec des règles, bien sûr avec des droits. Nous sommes un peuple qui a souffert, nous sommes un peuple qui a avancé, mais donnons plus de liberté. Et je pense qu'avec ces moyens-là, sans aller trop dans le détail, et si vous avez des questions, je pourrais y répondre, on doit redonner du souffle. Alors, il y a plein de sujets, il y a la formation, l'apprentissage. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous allons pouvoir travailler. 20 secondes encore, si vous voulez. Combien ? 20 secondes, si vous voulez. Merci beaucoup encore de m'avoir invité. Donc, même question, ce que vous pensez de 35 heures, Madame Deblic, et les priorités pour le marché de l'emploi. Alors, les 35 heures, pour nous, au niveau du Parti chrétien-démocrate, nous souhaitons aller vers leur suppression. La suppression des 35 heures, mais ça ne veut pas dire la suppression de façon complètement nationale, mais une suppression qui soit négociée branche par branche et entreprise par entreprise. Pourquoi ? Parce que pour nous, il ne faut pas oublier que les 35 heures sont le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Et il ne faudrait pas que des salariés qui travaillent 35 heures soient perdants à partir du moment où la durée légale du travail deviendrait à 39. Donc ça se négocie branche par branche et entreprise par entreprise. Ensuite, les réformes.
Les réformes, eh bien, nous avons des entreprises qui aujourd'hui ont des carnets de commandes remplis et qui n'embauchent pas. Pourquoi ? Eh bien, elles n'embauchent pas parce qu'elles n'ont pas confiance dans un environnement qui ne cesse pas de bouger et parce qu'elles n'ont pas assez de liberté. Comment est-ce qu'on corrige cela ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme réforme ? Eh bien, que le gouvernement s'engage à ne pas modifier les dispositions fiscales qui s'appliquent aux entreprises. C'est un premier élément, sauf si c'est à la baisse. Une autre chose, c'est toutes les réglementations qui s'appliquent aux entreprises doivent être ramenées au niveau des normes européennes et rien de plus. Je pense qu'un certain nombre comprendront bien de quoi je veux parler parce que la France est championne pour rajouter des normes, augmenter les normes, je veux dire, sur le plan hygiène, sur le plan environnement, etc. Une troisième chose, c'est évidemment réviser le Code du travail. Alors évidemment, c'est un sujet d'actualité. Nous souhaitons faciliter le dialogue, refaire confiance aux partenaires sociaux et redonner de la liberté aux entreprises. Également, très important, c'est négocier avec les banques un plan de soutien à l'économie réelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir, ça veut dire ouvrir le crédit, renforcer le crédit pour les entreprises françaises qui investissent sur notre territoire et qui exportent, évidemment. Donc, merci. Réserver le crédit aux entreprises françaises. Monsieur Penel. Merci, bonsoir à tous et merci aux organisateurs de cette soirée de débat nécessaire dans ces temps troublés. Alors rapidement sur les 35 heures, moi je suis pour un retour aux 39 heures mais payé 39 heures, premièrement. Deuxièmement, des négociations par branche parce que les différents secteurs de l'économie sont très différents, donc il faut une négociation par branche. Par contre, je pense que la situation actuelle du marché du travail est si tendue qu'il ne faut pas le faire dans l'urgence et qu'il faut faire cette réforme dans un climat beaucoup plus détendu. On se rappelle que la réforme des 35 heures, qui a été une catastrophe, a déstabilisé des pans entiers de l'économie quand elle a été mise en place. Il ne faudrait pas qu'on provoque le contraire. Sur le problème en globalité sur le chômage, moi je constate que depuis des décennies, toutes les politiques qui ont été mises en place pour lutter contre le chômage ont échoué. Donc il faut changer de logiciel. Il ne s'agit pas de faire de nouvelles réformes, de faire un nouveau traitement social du chômage comme le fait ce gouvernement, mais il faut changer le logiciel. Le logiciel n'est pas bon. Il faut mettre fin à la concurrence déloyale, à la concurrence sauvage qui détruit nos entreprises, qui désindustrialise la France et qui est en train aujourd'hui de tuer notre agriculture et tout particulièrement en Bretagne. Ça, c'est un premier point qu'il faudrait développer, mais j'en ai malheureusement pas assez le temps. Deuxièmement, il faut aider, favoriser, soutenir les TPE, les très petites entreprises. Elles sont aujourd'hui les seules à pouvoir créer des emplois en France. Le grand patronat, les grandes entreprises ne créent plus d'emplois en France. Ils délocalisent pour aller chercher de la main-d'œuvre moins chère dans les pays lointains, alors que nos TPE sont sur nos territoires et ne délocaliseront pas. Il faut leur baisser les charges, supprimer tout un tas de normes. Je pense par exemple au compte pénibilité, qui est un véritable scandale pour bien des artisans du bâtiment. Il faut aussi mettre fin, j'en parlerai tout à l'heure, à l'immigration et donner la priorité d'emploi aux Français. Deuxième sujet, la lutte contre le chômage, la lutte contre l'insécurité. Par rapport à 2012, nous notons une augmentation de la violence dans notre pays. On note aussi une hausse des actes de délinquance, cambriolage, vol, mais aussi des violences aux personnes. Là encore, deux questions. Donc c'est Madame Deblic qui va commencer. La première, c'est quel adjectif utiliseriez-vous pour décrire le bilan du gouvernement en matière de sécurité ? Très rapide. Et quelles sont les priorités de vos partis respectifs de votre parti pour faire diminuer l'insécurité ? Alors, le bilan du gouvernement en matière de sécurité, un adjectif, c'est insupportable. Insupportable parce que c'est la conséquence de manque de cohérence et de courage politique. Et c'est aussi la conséquence plus lointaine de mai 68 avec son interdit d'interdire et la contestation de toute autorité. Nous sommes pour libérer la France de mai 68. Dans les réformes que nous proposons
pour remettre de la sécurité dans notre pays, eh bien, ça passe par recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes, c'est quoi? C'est assurer la sécurité, la défense, la justice, la diplomatie. Eh bien, pour la sécurité, nous avons à renforcer les effectifs des fonctions publiques régaliennes. Au niveau de la défense, bien entendu, de nos forces de gendarmerie qui manquent cruellement d'effectifs. Et puis, j'ajoute aussi, redonner confiance aux Français dans leur justice. Ça fait partie de la sécurité nationale. Parce que le sentiment d'appartenance à la France ne peut pas exister si les Français n'ont pas confiance dans leur justice, si elle n'est pas efficace et rendue dans des délais normaux. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons d'augmenter, bien entendu, les effectifs et les matériels du ministère de la Justice, de revaloriser les fonctions, les métiers pénitentiaires, d'augmenter les places de prison qui sont insuffisantes et provoquent la surpopulation carcérale qui est indigne de notre pays. Et puis également j'avais noté un dernier point, bien sûr, de s'occuper de l'effectivité des peines. Ça, c'est intolérable de voir comment ça se passe aujourd'hui. Et j'ajoute un dernier point. Nous devons penser, puisque la peine de mort n'existe pas dans notre pays, ça veut dire que nous pensons que les gens peuvent se réinsérer après leur sortie de prison. Eh bien, nous devons préparer cette réinsertion civique et sociale des détenus. Ce serait l'honneur de notre pays. Merci. Monsieur Penel, pareil, un adjectif pour qualifier le bilan du gouvernement en matière de sécurité et vos priorités pour lutter contre l'insécurité. Il n'y a pas d'adjectif pour qualifier la politique du gouvernement contre l'insécurité parce qu'il n'y a pas de lutte contre l'insécurité de la part de ce gouvernement. Les socialistes ne font pas la différence entre les victimes et les voyous, entre les gangsters et les honnêtes citoyens. D'ailleurs, on peut même se dire qu'ils ont plutôt de la compassion pour les voyous et les délinquants. Alors, moi je pense que pour rétablir la sécurité, il faut d'abord appliquer la loi. Il ne s'agit pas de voter de nouvelles lois, il faut appliquer la loi. On dit renforcer les moyens de la police, bien sûr, mais la police fait son travail, la gendarmerie fait son travail. Et bien sûr, nous les soutenons dans ces moments difficiles. Qui ne fait pas son travail? C'est la justice. Moi, je propose la dissolution du syndicat de la magistrature, qui est une caste qui a envahi la magistrature française et qui est responsable du laxisme judiciaire actuel, incarné par Taubira hier et aujourd'hui Urvoas. C'est la chose toute simple. Il faut appliquer la loi, que les peines soient réellement appliquées. Alors bien sûr, nous proposons au Front National de construire de nouvelles prisons, parce qu'aujourd'hui, la surpopulation est insupportable, construire de nouvelles prisons, donner des moyens à la justice, mais surtout réformer la magistrature. Je le répète, la magistrature française est colonisée par une caste, j'ose peut-être même dire une secte, qui aujourd'hui ne fait plus la différence entre le délinquant et l'honnête citoyen. Il faut commencer par ça. Si on ne fait pas ça, on aura beau renforcer les moyens de la police, on aura beau faire que la police arrête les voyous, si les voyous sont mis dehors avant même que les policiers aient rempli les papiers, eh bien on n'y arrivera jamais. Voilà. Donc il faut fermeté, bien évidemment, et soutien aux forces de police. Et je propose également, au Front National, nous proposons une véritable aide aux victimes dans les municipalités, qu'il y ait par exemple un service qui s'occupe des victimes, qui les conseille, qui les oriente, parce qu'aujourd'hui, on conseille les délinquants, mais pas les victimes. Merci. Normalement, il y a un bip, mais il ne marche pas. Donc, on fait 100. Monsieur Richeux, à votre tour, l'adjectif. Alors l'adjectif, moi, ce serait plutôt un nom. Je l'appellerais l'abandon. Aujourd'hui, la rue est laissée aux casseurs, elle est laissée aux voyous. Mais on éteint aussi les paroles des braves gens, des jeunes aujourd'hui qui ont des choses à dire. Moi, le mot insécurité, moi, ça m'insupporte. Nous sommes dans une société qui est en insécurité. Mais d'où ça vient ? Quelle société nous avons apporté à nos enfants ? Quelle suite nous allons leur apporter ? Ça fait 30 ans qu'on essaie de trouver des solutions pour essayer de dire, rassurez-vous, si vous votez pour moi, je vais vous trouver du travail, je vais vous trouver des formations.
Et aujourd'hui, les jeunes sont en déshérence. Pour les plus diplômés, ils partent, et pour les autres, ils restent, sans espoir, sans avenir. Moi, je crois à la prévention. La répression, c'est quand on ne peut plus rien faire d'autre. Et aujourd'hui, les gendarmes ou les policiers sont complètement débordés. Moi, je tiens à les saluer. Parce qu'un jour, c'est les meilleurs du monde, un jour, c'est les pires. Mais je dois dire que ces gens-là, c'est eux les derniers remparts pour notre société. C'est eux qui, au risque de leur vie, sont devant. Concernant moi, je pense les vrais sujets. Alors, il y a les voyous. Et ceux-là, il faut être, bien sûr, faut être très dur. Et les prisons sont là pour ça. Quand j'ai vu les 3 délinquants qui ont mis le feu dans une voiture à Paris, qui sont passés devant le juge pour repartir chez eux, je trouve ça complètement anormal. Mais à l'intérieur de ces manifestations, il y a des jeunes qui sont pleins d'espoir, qui nous demandent, qui nous disent quelle est votre responsabilité. Alors je pense qu'en tant que parti politique, on devrait un peu plus écouter la population, un peu plus les citoyens. Parce que l'avenir, c'est eux. Et moi, je suis père de 3 garçons. Et je parlais tout à l'heure avec un monsieur qui a 8 petits-enfants. Il me dit, la société que je transmets à mes petits-enfants, j'en ai honte. Eh bien ça, c'est pas par des grands discours qu'on va devoir le faire, c'est localement. Je crois à la prévention. Moi, je suis maire d'une commune depuis un peu plus de 20 ans. Merci. Ils sont très disciplinés, en fait. Je m'attendais à pire. 3e sujet, l'immigration et l'identité nationale. L'actualité récente nous oblige à évoquer le sujet de l'immigration. Sa régulation était l'un des axes majeurs de la campagne du candidat Nicolas Sarkozy en 2007, qui voulait mettre fin à l'immigration subie. Depuis, cette immigration n'a cessé d'augmenter. Il me semble que dans l'ensemble de vos programmes, vous souhaitez contrôler l'immigration. 2 questions. Êtes-vous favorable à la suppression du droit du sol ? Et si vous étiez au pouvoir, quelles mesures permettraient de contrôler cette immigration ? Et c'est M. Penel qui va commencer. L'immigration massive est une menace mortelle pour la France et son identité. Tous les gouvernements qui se sont précédés ont accéléré, encouragé, financé, programmé cette immigration. Le Front National, bien évidemment, a toujours été clair sur cette question. Aujourd'hui, l'immigration prend des formes qui s'apparentent à une véritable submersion. Et cette submersion, elle a des conséquences très graves. Premièrement, un coût financier considérable. Savez-vous que le droit d'asile, simplement, coûte 2 milliards d'euros par an, alors qu'on sait que ce sont des faux demandeurs d'asile dans la plupart des cas, que l'AME, pour les clandestins, coûte 1 milliard d'euros par an. C'est une véritable catastrophe financière. Mais c'est aussi, et c'est beaucoup plus grave selon moi, une menace sur l'identité, sur notre mode de vie, sur ce que nous sommes, sur notre façon de manger, notre façon de chanter, notre façon d'aimer les femmes. C'est très sérieux ce que je dis. Et dans les quartiers où l'immigration est devenue, où les populations d'origine immigrée sont devenues majoritaires, notre mode de vie, celui que m'ont donné mon père et mon grand-père et ma mère et ma grand-mère, n'existe plus. Donc il faut absolument stopper cette immigration. C'est une menace mortelle. Les sociétés multiculturelles seront des sociétés multiconflictuelles. On est en train, sur ce sujet, de préparer à nos enfants et nos petits-enfants ce que connaît le Liban et bien d'autres pays dans le monde. Alors il faut d'urgence stopper toutes ces entrées illégales. Il faut bien évidemment réformer le droit du sol qui fabrique des Français de papier tous les jours, des Benzema par exemple, qui disent non, je ne chanterai jamais la Marseillaise. Voilà, c'est toutes ces lois qui ont été votées. Un mot sur M. Sarkozy que vous avez évoqué. Il avait dit qu'il fallait mettre fin à l'immigration subie. Pendant les 5 ans de son quinquennat, 200 000 immigrés légaux ont obtenu par an des papiers, sans compter les clandestins. Même question. Le droit du sol, si vous y êtes favorable, enfin si vous voulez le supprimer ou non, et bien entendu, comment contrôler l'immigration. Le droit du sol. J'ai regardé, puisque la question m'a été posée, j'ai regardé le fond de la loi. Vous savez, on n'a pas le droit du sol comme ça. C'est pas parce qu'on est sur le pays et sur le territoire qu'on devient français.
il y a des conditions qui sont assez dures quand même. Je pense que, vous savez, rien n'est pire que de s'enfermer dans des logiques ou dans des remparts. Moi, je suis pour une immigration raisonnée. Vous savez, il y a des pays en dehors de chez nous. Je vais vous dire, à Saint-Malo, nous sommes un peuple d'immigrés. C'est le pays de France où il y a eu le plus d'entrées. Moi, je suis dans le pays de Saint-Malo depuis très longtemps. Mais il y a eu des Irlandais, il y a eu des Vikings, il y a eu des Portugais, il y a eu des Italiens. Eh bien, c'est la richesse même d'un pays. Alors maintenant, sur les... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors attendez, S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, les questions après. Sur le sujet, si on veut cibler, puisque dans l'immigration, il y a le sujet de ces gens qu'on a poussés de chez eux par les guerres. La vraie question, c'est de se dire, mais qui a mis la guerre dans ces pays-là pour avoir des réfugiés aujourd'hui ? D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de récupérer le bordel qu'ont mis les Américains. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas très clair dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'il va falloir quand même... On peut pas... Quand vous voyez à la télé des gamins noyés, c'est pas normal. On est dans une société civilisée. Par contre, qu'on trouve des moyens, pas chez nous, mais peut-être sur des lieux paisibles sur lesquels on peut accueillir les gens là, qu'on règle les problèmes dans leur pays et qu'après ils puissent retourner. Et pour terminer, vous savez, nous avons aussi l'immigration historique. En France, nous sommes partis en Algérie, au Maroc, en Afrique noire, en Asie, et ces gens-là sont francophones, ils se sentent français, leurs pères se sont battus pour la France. Et ces gens-là, mais attendez, mais moi je les respecte, ils ont leur place. Alors, pour régler ça peut-être, au Canada, ils ont mis une carte verte. C'est-à-dire en limitant le nombre. Mais voilà, je pense que... Madame de Blic, à votre tour, votre position par rapport à la suppression du droit du sol qui a été évoquée récemment et vos propositions pour contrôler ou non l'immigration. Alors, nous sommes favorables à la suppression du droit du sol. Le droit du sang, c'est-à-dire la filiation, c'est ce qui garantit, ou en tout cas donne plus de chances, à de l'attachement à l'enfant qui naît d'un parent qui est français. Donc ça, c'est la réponse rapide à votre question, en sachant que le droit du sol a été introduit au XIXe siècle, ou plutôt réintroduit. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu 2 dates. Bon. Donc voilà pour cette réponse. Pour ce qui est de mettre fin à l'immigration massive, que nous voyons pas seulement comme une difficulté pour nous en France, mais comme une difficulté pour les pays d'émigration et pour les personnes qui émigrent. Donc le droit du sang à restaurer. La fin du regroupement familial systématique. Nous souhaitons dénoncer les accords de Schengen et réorganiser le contrôle de nos frontières maritimes et terrestres, outre-mer donc, et sur la métropole. Nous souhaitons demander à l'Organisation des Nations Unies de créer et de contrôler des camps de réfugiés sur le pourtour méditerranéen, pas à Paris. Et de demander également à l'Union européenne que la responsabilité majeure de ces camps soit confiée aux monarchies pétrolières du Golfe. Pour les immigrés présents sur notre sol, nous prévoyons un référendum pour solliciter l'avis des Français, pour savoir quelles sont les aides sociales qu'ils souhaitent donner aux étrangers et dans quelles conditions. Les Français ont leur mot à dire. Et enfin, en complément essentiel, parce qu'il est humain, c'est aussi de négocier avec les pays d'émigration des plans de développement de leur économie locale. Merci. Quatrième sujet, je sais que ça va très vite, mais on pourra revenir après sur les réponses des uns et des autres.
L'Union européenne, vous êtes nombreux à pointer les défauts, donc là je parle des partis bien entendu, à pointer les défauts de l'Union européenne. Pourtant, nous voyons clairement que certains problèmes sont communs à l'ensemble des pays membres. Des prises de position coordonnées paraissent nécessaires. Par exemple pour l'agriculture, où la crise est en partie liée à une surproduction européenne et donc appelle une régulation à cette échelle. 2 questions. Êtes-vous favorable à la sortie de l'euro? Et avons-nous besoin de plus ou de moins d'Europe? Et il me semble que c'est à M. Richeux de répondre en premier. Très bien. Donc moi, je suis un pro-européen. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis un pro-européen sur l'esprit. Ce qui s'y passe aujourd'hui, je me pose énormément de questions. Il y a de plus en plus sur vous savez, les sites Internet, on s'aperçoit que l'absentéisme des élus à l'Europe. Donc ça veut dire que vous savez, quand un élu n'est pas en place, c'est la technocratie qui prend la place. Donc aujourd'hui, c'est qui l'Europe? On ne sait plus trop. La réglementation, elle est portée de commission en parlement, de parlement en commission, et puis il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de chef. Moi, je suis pour une Europe forte, avec sans doute un président de l'Europe, avec une fédération de pays, avec des régions fortes. C'est peut-être les choses qui peuvent nous séparer. Moi, je crois à une Europe parce que c'est aussi notre défense. Aujourd'hui, c'est un trou percé, c'est-à-dire c'est un panier percé. Les marchandises, les gens, tout le monde passe, parce qu'il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron à l'Europe. Et nos élus français, j'en connais quelques-uns qui sont là, présents, pas ici, mais qui sont très présents, mais quel absentéisme! Quand on parle d'agriculture, il faut être là. Quand on parle de sujets importants pour la vie de tous les jours de nos citoyens, il faut être là. Quand on regarde la balade des valises des gens qui arrivent en retard de ceux qui partent déjà, c'est une catastrophe. Alors oui, je suis pour une Europe forte. Je suis pour une Europe où les gens prennent leurs responsabilités, où les élus sont présents et au moins ils doivent nous dire ce qu'ils font. Parce que c'est quand même une institution où on ne sait pas ce qui s'y passe. Et quand on parle c'est toujours la faute de l'Europe, eh bien je pense que le gros souci que nous avons en France, c'est à Paris. C'est-à-dire, comment pensez-vous qu'une directive européenne soit différente entre l'Allemagne et la France? C'est où le filtre? C'est à Paris. Nous, on a une technocratie, malheureusement, qui inhibe tout projet qui pourrait être intéressant au niveau européen. Merci. Madame de Blic, la même chose. Votre sentiment par rapport à l'euro et avons-nous besoin de plus ou de moins d'Europe? Alors, l'euro, non, nous ne proposons pas de sortir de l'euro, de revenir à changer nos porte-monnaies, reprendre les convertisseurs, le double étiquetage, enfin bon, bref, non, nous ne proposons pas cette sortie de l'euro. Par contre, battre monnaie, je rappelle, est une prérogative de la souveraineté nationale. Dès lors qu'on décide de la partager, on doit garder un contrôle politique dessus. Et ce que nous souhaitons, c'est reprendre un contrôle de la Banque centrale européenne qui, pour l'instant, est devenue un organe complètement technocratique au service d'une vision dogmatique et financière de la monnaie. Donc ça, c'est une chose très importante que je peux répondre sur la question de l'euro. Ensuite, faut-il plus ou moins d'Europe? Évidemment, je dirais comme la plupart, il faut une autre Europe. La décrire. Ça suffit les élargissements. Nous ne voulons pas de la Turquie en Europe, par exemple. Les élargissements nous ont conduit à la paralysie des institutions à laquelle nous assistons aujourd'hui. Qui sait qui est le président de l'Europe, car nous en avons un? Qui sait qui est la ministre des Affaires étrangères en Europe, car nous en avons une? Ils ne se sont pas exprimés, et en tout cas, les peuples ne les ont pas entendus. Donc ce que nous proposons, c'est la création d'un conseil confédéral avec nos principaux partenaires européens. À 28, on ne peut pas prendre de décision. Je rappelle, en 1957, nous étions 6 États membres. Et en 1992, lors de ce funeste traité de Maastricht que nous voulons dénoncer, eh bien, en 1992, nous n'étions encore que 12 États membres. Et 2 autres choses que je voudrais signaler. Nous souhaitons une modification de la Constitution pour que nos tribunaux français retrouvent leur indépendance par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, ce que nous souhaitons, c'est que l'Union européenne renégocie ses alliances internationales. Nous ne pourrons faire le poids face
aux États-Unis et à la Chine que si nous faisons un grand traité de coopération avec la Russie. Merci. Merci. Je repose les questions ou c'est bon? Non, c'est bon. Alors, moi, je me sens très européen et admiratif de la formidable civilisation européenne. Cependant, l'Union européenne a été un rêve que beaucoup de gens ont partagé. Aujourd'hui, c'est un cauchemar. La crise migratoire, la crise agricole, la crise financière, la crise des valeurs nous vient des technocrates qui gouvernent l'Europe de Bruxelles. Par exemple, qui font sans cesse la promotion, avec la complaisance des députés européens de quasiment tous les groupes, à l'exception du Front National et de ses alliés, par exemple la promotion du lobby LGBTI. Il n'y a pas une semaine au Parlement européen où on n'en parle pas, où on met tout ça en avant. Alors moi, je pense qu'il faut absolument changer, oui, cette Europe. Parce que si on ne la change pas, madame, nous aurons la Turquie dans l'Europe, car ils veulent la Turquie dans l'Europe. Ils le veulent, ils le souhaitent. D'ailleurs, le traité scandaleux que madame Merkel et ce pauvre Hollande ont signé avec la Turquie sur l'affaire des migrants le prouve. Nous pensons qu'il faut, bien évidemment, mettre fin à cette Union européenne. Elle est en train de tuer nos emplois, de tuer la souveraineté française, de tuer notre mode de vie. C'est l'Europe aujourd'hui qui nous couvre de normes, de directives. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, le président de la République française n'est plus qu'un pantin. Il n'a plus de pouvoir. Alors si on veut changer les choses demain en France, il faut retrouver notre souveraineté. Parce que si nous ne retrouvons pas la souveraineté, nous ne pourrons rien faire. Dès que vous voudrez, par exemple, comme moi je le propose, que les lycéens bretons aient dans leurs assiettes, dans les lycées, des produits bretons, l'Europe vous dira « Ah ben non, c'est interdit, monsieur. Et si vous le faites, vous aurez des amendes. » Donc il faut sortir de cette Europe-là, établir des collaborations bilatérales entre les pays européens, comme on l'a toujours fait, comme on sait le faire, comme on l'a fait avec Airbus et Ariane. Sur l'euro, rapidement, parce que c'est un vaste débat, peut-être qu'on en reparlera. Moi, je pense, oui, qu'il faut sortir de l'euro. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut retrouver sa souveraineté monétaire. Si on n'a pas sa souveraineté monétaire, on n'a pas de souveraineté économique. Mais nous proposons une souveraineté, loin des caricatures, une sortie de l'euro, négociée, bien évidemment. Merci. Le cinquième thème, avant que vous puissiez poser vos questions, la société et la famille. Donc on va commencer par Madame Deblic. Et on souhaitait revenir sur la loi mariage pour tous, qui a été promulguée en mai 2013. Rarement une loi a provoqué autant de contestations. Si votre parti arrive au pouvoir, abrogerez-vous le mariage dit pour tous? Ça, c'est la première question. Quelles sont vos positions vis-à-vis de la PMA, de la GPA? Et s'il vous reste un petit peu de temps, je sais que là, ça peut être un peu long, mais qu'est-ce que vous pensez de l'introduction de l'idéologie du genre à l'école? Alors, j'ai la chance en tout cas de pouvoir parler pour un parti politique, le PCD. Donc, nous avons une position constante sur la question du mariage, de l'abrogation Taubira. Effectivement, c'est abrogation dès que nous arrivons au pouvoir. C'est-à-dire, c'est une évidence, cette loi a été votée, une autre loi peut la défaire. Ça n'est absolument pas un problème juridique. Simplement, comme toutes les lois françaises, elle ne sera pas rétroactive et les personnes déjà mariées depuis 2013 resteront mariées, leurs droits ne seront pas touchés. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que sur ce sujet de l'abrogation, on ne peut pas avoir une cohésion nationale si des atteintes sont portées en permanence sur les familles, qu'il s'agisse de leur liberté, qu'il s'agisse de la vie, du respect de la vie. Regardez pour l'avortement qui est très souvent choisi, regardez sur la décision d'autoriser maintenant de tuer des malades sur leur lit d'hôpital avec l'euthanasie. Enfin, ce sont des choses, on ne peut pas avoir confiance, ni même sur le plan économique, dans un État qui institutionnalise le refus et non le non-respect de la vie. Sur ce qui est de la PMA et la GPA, on peut parler aussi du genre. Je voudrais dire qu'on nous parle énormément des droits de l'homme. C'en est presque une religion, avec ses grands prêtres et ses principes, etc. Les droits de l'homme, mais c'est quoi un homme? C'est quoi un homme?
Est-ce que l'homme est tout-puissant? Est-ce que sa volonté peut tout faire? Est-ce qu'il a le droit de tout faire? Nous avons à soutenir les personnes que la nature a privées de certaines capacités, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient infertiles. Socialement, nous avons cette nécessité d'entraide. Mais nous n'avons pas à favoriser l'instrumentalisation de l'homme par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Non, les riches ne doivent pas se payer le ventre des pauvres. Merci. Donc même question, Monsieur Penel. Abrogerez-vous le mariage pour tous si vous arrivez au pouvoir, dit pour tous? Et quelles sont vos positions vis-à-vis de la PMA, de la GPA et de l'introduction de l'idéologie du genre à l'école? Je voudrais d'abord dire que je considère que la famille est la cellule de base de la société et que toutes les politiques qui ont été menées depuis des années n'ont cessé de l'attaquer et de vouloir la détruire. Ça, c'est déjà un préalable. Et donc, il faut remettre en place une véritable politique familiale pour aider les familles, aider l'accueil de la vie et permettre aux familles de s'épanouir. Première chose. Deuxième chose, bien sûr, je suis pour l'abrogation de cette scandaleuse loi Taubira. Nous l'abrogerons si nous arrivons au pouvoir, nous remplacerons par une union civile. Comme madame, nous ne démarrerons pas ceux qui l'ont été, d'ailleurs assez peu, 24 000 depuis 2014. Sur la GPA et la PMA, une opposition totale. Mais alors, total, il faut se mobiliser contre ces aberrations, ces monstruosités. Et je voudrais vous dire quelque chose sur la théorie du genre. Parce que je suis professeur. D'ailleurs, j'ai été professeur à Saint-Malo pendant 1 an. Maintenant, je suis à Fougères. Qui a introduit dans les manuels scolaires de SVT, de lycée, la théorie du genre? C'est M. Châtel, ministre républicain du gouvernement Sarkozy. C'est ça la vérité, c'est ça qu'il faut dire. Au Conseil régional de Bretagne, lors de la dernière séance, il y avait un rapport proposé par les socialistes de Le Drian qui mettait en avant clairement qu'il fallait lutter contre les stéréotypes du genre. Nous sommes intervenus, le groupe Front National, nous avons déposé un amendement pour supprimer cela. Les élus républicains centristes, dits de droite ou du centre, ont voté avec les socialistes. C'est ça la vérité, la différence entre les propos de tribune et ce qui se passe dans les assemblées. La théorie du genre est une aberration, bien évidemment, il faut la bannir non seulement des manuels scolaires, mais aussi des plateaux de télévision où on en entend un petit peu trop. Merci. J'ai pas besoin de répéter les questions, c'est bon. Bien, concernant le mariage pour tous, moi j'ai regretté le mot mariage. Parlons union. Là on parle d'humain, on parle de... Vous savez, on a mis souvent les gens qui n'étaient pas des hétéros dans les asiles, parce qu'on pensait que c'était des fous. Ça peut être nos enfants, ça peut être des gens qu'on connaît. Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils sont interdits d'amour? Non. Est-ce que une union entre 2 femmes ou 2 hommes, c'est choquant? Non. Moi, j'ai fait un mariage de 2 femmes il y a très peu de temps. Vous dire qu'on parle sur quelque chose qui est important dans la vie de chacun. On ne connaît pas notre avenir. D'accord? On ne connaît pas l'avenir de nos enfants. À cela, bien sûr qu'il faut faire attention. On a la cellule même de famille qu'il faut préserver. Je suis pour la PMA. La PMA, elle ne vient pas par hasard. Elle vient souvent parce qu'une personne est défaillante, ne peut pas avoir d'enfant, a des problèmes de santé, et la science répond réellement à cette attente-là. Est-ce qu'on doit être contre le progrès? Non. Je pense qu'un enfant qui est bienvenu dans une famille par PMA, mais quel bonheur! Alors on peut avoir tous les grands principes du monde. Mais ce qui est important, et comme on l'a dit tout à l'heure, l'important d'une société, c'est d'abord la famille. Alors préservons-la. Concernant le GTA, par contre, le GPA, pardon. Là, je suis complètement opposé à cette démarche, parce que ça ne va pas dans le sens de notre éthique. Après, sur la troisième sujet, c'était l'idéologie. Alors là, c'était une hérésie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut abandonner cette idée-là et de redonner un peu de sens, surtout dans le domaine de l'éducation.
Un bref, l'éducation. Aujourd'hui, tous les 3 ans, le programme de l'éducation change. Est-ce que vous pensez que nos enfants aujourd'hui ont les moyens aujourd'hui d'aller plus loin? Et ça, c'est aussi de la famille. Merci.